Voici votre survol rapide sur l'immobilisation de la tête et de la colonne avec une planche dorsale, selon les normes de secourisme de la CNSCST. Vous savez, quand un accident arrive dans une zone carrément dangereuse ou inaccessible pour les ambulanciers, cette technique ultra précise, c'est littéralement la seule option pour déplacer une victime sans aggraver son cas. Alors, premièrement, pensez à l'axe de la colonne comme un tube en verre super fragile qu'il faut absolument garder aligné avec la tête et le tronc. Et attention, même si vous posez un collet cervical, vos mains restent votre meilleur outil de travail. Vous devez continuer de tenir la tête manuellement jusqu'à ce que la personne soit attachée à 100%. Un détail crucial, si vous sentez la moindre résistance, une douleur ou si la personne respire mal, on arrête tout, immédiatement, et on attend les urgences. Deuxièmement, comment est-ce qu'on déplace la personne sans rien tordre? Eh bien, c'est là qu'on utilise la fameuse technique du bloc. Ça prend au moins 2 secouristes pour faire rouler la victime en un seul mouvement vraiment fluide, un peu comme une bûche, pour transférer tout son poids sur la planche. Finalement, il y a une recette hyper stricte pour attacher les courroies et on ne rigole pas avec ça. On fixe d'abord le thorax avec des courroies en X, puis les hanches pour bien stabiliser le centre du corps. C'est seulement après qu'on vient bloquer la tête avec le bon matériel et s'il vous plaît, n'utilisez absolument jamais de sac de sable, d'accord? Et on termine le tout par les pieds. Honnêtement, maîtriser ce sauvetage exige une vraie précision clinique et une formation spécifique, alors restez avec nous pour plonger dans tous les détails cruciaux avec notre épisode complet sur le sujet qui débute à l'instant. Bienvenue pour cette nouvelle immersion documentaire. Aujourd'hui, on plonge, et je dirais même qu'on plonge littéralement, dans une mécanique de précision où chaque millimètre compte en fait. Oui, bonjour. C'est vraiment le mot juste, hein, chaque millimètre. Oui, parce que le point de départ de notre analyse aujourd'hui, c'est un document très technique. On parle de l'annexe 2 du manuel de la CNSST. L'édition 2022, pour être précise, sur le secourisme en milieu de travail. Exactement. Et le sujet bien spécifique de cette annexe, c'est l'immobilisation de la tête et de la colonne vertébrale, mais à l'aide d'une planche dorsale longue. C'est ça. Et la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce protocole médical hautement standardisé. On veut comprendre comment un manuel comme ça arrive à traduire la gestion d'une crise absolue, une urgence chaotique, en une série d'actions biomécaniques qui sont presque chirurgicales. C'est que ce document représente l'aboutissement de décennies d'évolution en traumatologie, en fait. Et il faut bien poser le contexte. L'enjeu central ici, c'est la protection de la moelle épinière. C'est vital. Totalement vital. Mais contrairement à un bloc opératoire qui est très contrôlé, ce protocole s'applique sur le terrain. Sur un sol instable, dans un espace restreint, sous la pluie parfois, ça change toutes les règles du jeu. Ah oui, on n'est pas du tout dans le confort d'un hôpital. Pas du tout. Et d'ailleurs, le manuel établit tout de suite une prémisse très stricte. Cette fameuse technique de la planche dorsale, elle n'est pas utilisée à la légère. Elle entre en jeu uniquement lorsqu'un déplacement est inévitable. Inévitable, c'est-à-dire? Par exemple, si l'espace de travail devient soudainement non sécuritaire, s'il y a un risque d'effondrement ou alors si le lieu est complètement inaccessible pour les ambulanciers et les services préhospitaliers d'urgence. Donc c'est vraiment le dernier recours pour sortir quelqu'un du danger. Exact. Et un point crucial du texte qu'il faut absolument souligner d'emblée, c'est qu'une simple lecture de ces directives ne suffit pas du tout. La technique exige une formation complémentaire hyper spécifique pour le secouriste. L'improvisation, elle a 0 place ici. Une règle d'or non négociable. La fameuse position neutre. Ouais, la position neutre. Le texte exige de maintenir la tête et le cou dans l'axe exact du tronc. Et il y a une mention qui revient, qui est impérative. Sans jamais faire de traction. Voilà, sans faire de traction. Faut bien s'imaginer que la traction, c'est un étirement. Si on tire sur la tête d'une personne blessée, on risque d'écarter des vertèbres qui sont peut-être déjà instables. Ce qui pourrait sectionner la moelle épinière. C'est dramatique. Exactement. Donc, la directive demande un alignement parfait, mais sans aucune force d'étirement. Faut juste repositionner doucement. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la source aborde l'équipement. Ça détruit un mythe très tenace. Quel mythe! Dans l'imaginaire collectif, dans les films, on voit souvent les secouristes poser un collet cervical rigide et hop, on se dit que la personne est sauvée, que la colonne est soudée. Ah oui, le fameux collier en plastique rigide. On a l'impression que c'est une armure. C'est exactement ça, une fausse armure. Le manuel précise bien que ce collet doit être mesuré avec précision et installé le plus rapidement possible, avant même de bouger la personne.
Mais, et c'est le grand mais, le document stipule noir sur blanc que le collet ne garantit pas à lui seul la stabilité complète de la colonne cervicale. Attends, c'est fou ça. Ça veut dire que si le collet ne suffit pas, l'intervention manuelle doit continuer? Absolument. Le plastique limite les gros mouvements, c'est vrai, la flexion, l'extension, mais il laisse passer des micro-mouvements. La protection de la colonne doit être assurée physiquement en permanence, tant que la tête n'est pas définitivement fixée sur la planche avec des sangles. C'est exactement ça. L'outil médical ne remplace pas l'humain. Le secouriste qui tient la tête devient littéralement une attelle vivante. C'est une symbiose obligatoire. Ses mains compensent les failles structurelles du plastique. C'est une pression immense. Surtout que la moindre déglutition de la victime, le moindre petit spasme peut faire bouger une vertèbre fracturée. Oui, ça demande une concentration ininterrompue. Et justement, cette fragilité extrême, ça nous amène à un point qui illustre bien un grand paradoxe de l'intervention. Le fait que parfois la meilleure action, c'est de ne rien faire. Voilà. Le manuel indique qu'il y a des moments où la procédure exige d'arrêter complètement la manœuvre de réalignement. Il énumère 4 signaux d'alarme très précis. Des signaux physiologiques et neurologiques, oui. C'est vital de les reconnaître. Si le secouriste essaie de mettre la tête en position neutre et qu'il constate un de ces 4 signes, c'est fini, on fiche tout. Tu peux nous détailler ces 4 conditions de la CNSST? Bien sûr. Alors, le premier signal, c'est la résistance. Si les mains du secouriste sentent un blocage ou un spasme, on arrête. Le corps se verrouille pour une bonne raison. C'est son mécanisme de défense naturel en gros. Exact. Le deuxième critère, c'est l'apparition ou l'augmentation d'une douleur. Le troisième, extrêmement important, c'est l'apparition ou l'augmentation d'un engourdissement ou de picotement. Ce qu'on appelle souvent des paresthésies. Ça veut dire que la moelle ou une racine nerveuse commence à être compressée. Tout à fait. Et enfin, le quatrième signal, c'est la détérioration de la respiration. Ah, la respiration. Ça montre vraiment à quel point le cou est connecté à tout le reste. Ben oui, le diaphragme, qui est notre muscle respiratoire principal, il est commandé par un nerf qui naît très haut dans le cou, entre la 3e et la 5e vertèbre cervicale. Donc si la respiration de la personne empire quand on lui bouge la tête, Ça veut dire qu'on est en train d'écraser cette zone précise de la moelle épinière. C'est une alarme rouge. Le protocole est sans appel, on interrompt immédiatement la manœuvre, on garde la tête dans la position où elle est, même si c'est de travers, et on attend les secours. ça démontre une prudence absolue. On préfère un cou pas très droit esthétiquement plutôt que de créer une paralysie réversible. C'est le principe premier de la médecine en fait. D'abord, ne pas nuire. Bon, mettons que tout se passe bien. L'alignement est fait, le collet est installé, pas de signaux d'alarme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe au transfert sur la planche. La fameuse manœuvre de la bûche, ou le transfert en bloc. Ouais, une vraie chorégraphie du sauvetage. Quand on lit le manuel, on voit que l'erreur n'est tout simplement pas permise. La directive dit qu'il faut l'assistance d'au moins 2 secouristes au total. Au minimum, oui. Le but, c'est de tourner la personne vers soi d'un seul bloc, de placer la planche parallèlement au sol, complètement à plat, puis de retourner la personne doucement sur cette surface. Et le terme en bloc est capital. Le corps humain est flexible, on est fait pour se tordre et se plier. Mais là, cette flexibilité devient le pire ennemi. Il faut transformer le corps en un cylindre parfaitement rigide. Comme un tronc d'arbre, quoi. C'est ça, et la coordination doit être parfaite. Le secouriste à la tête, c'est lui le chef d'orchestre. Il doit s'assurer que les épaules, le bassin et les jambes tournent exactement à la même vitesse, sur le même angle que la tête. Parce que s'il y a un décalage, S'il y a 1 milliseconde de décalage ou qu'une main tire un peu plus fort sur les hanches que sur les épaules, on crée une force de torsion directe sur la colonne. On peut aggraver la blessure de façon catastrophique. ça met une pression immense sur les épaules de ces secouristes, en milieu de travail. Ce sont souvent des collègues, des gens d'usine ou de chantier, qui se retrouvent à faire une manœuvre d'une précision médicale inouïe. C'est pour ça que la communication doit être absolument irréprochable entre eux. Alors, une fois que la personne est enfin déposée sur la planche, on entre dans la phase d'immobilisation. Et là, c'est une véritable ingénierie de la retenue, on n'attache pas n'importe comment. Ah non, il y a un ordre très précis, et il ne laisse rien au hasard. Je reprends la séquence de la source. On commence par le thorax. 2 courroies qui forment un X. Ensuite, on passe aux hanches avec une seule courroie, et c'est seulement après, en 3e, qu'on immobilise la tête. Puis, on finit par les pieds avec une courroie en forme de 8. Oui, et cet ordre soulève souvent des questions. Ben oui, la logique voudrait que, vu que la tête et le cou sont la priorité depuis la seconde 0 de l'intervention, on fixe la tête en premier sur la planche, non? C'est l'erreur classique, et ce serait désastreux de faire ça. Pourquoi? Il faut penser en termes de masse et de physique. Le tronc et le bassin, c'est la partie la plus lourde du corps humain.
Si on attache solidement la tête à la planche en premier, mais que le corps lourd n'est pas encore fixé, Ah, je vois. si la personne glisse d'1 centimètre ou si le secouriste bouge la planche par inadvertance en mettant les autres sangles, le corps va bouger. Mais comme la tête est bloquée, ce léger mouvement du corps va appliquer une force de traction ou de compression massive sur les vertèbres du cou. Donc le cou agirait comme un élastique tiré par le poids du corps. C'est terrifiant. Exactement. C'est pour ça qu'on ancre d'abord la masse principale, le thorax et les hanches. On rend le corps solidaire de la planche. Une fois que c'est fait, le corps et la planche ne font qu'un. Et là, on peut fixer la tête en toute sécurité. C'est brillant. Chaque étape prévient une défaillance des lois de la physique. D'ailleurs, en parlant de fixer la tête, j'ai remarqué un détail assez étonnant dans cette annexe. Lequel ? Quand le manuel parle du matériel approprié pour bloquer la tête, il y a une note express qui dit, et je cite, « d'éviter les sacs de sable ». Ah, les fameux sacs de sable. C'est une indication très révélatrice de l'évolution des pratiques. Pourquoi on utilisait ça avant ? C'est lourd, ça semble logique pour caler quelque chose. Historiquement, sur les chantiers ou dans des zones industrielles, c'était le système D. On prenait n'importe quoi de lourd pour caler les côtés de la tête et empêcher les mouvements latéraux. Mais un sac de sable, ça répond à la loi de la gravité. Ça veut dire que si on doit incliner la planche, blanc. Imaginons qu'on doive tourner la planche sur le côté parce que la victime se met soudainement à vomir et qu'il faut dégager ses voies respiratoires. Le sac de sable va inexorablement glisser. Et non seulement il glisse et libère la tête, mais avec son poids, il va s'écraser direct sur le visage ou la gorge de la personne. C'est le pire scénario. C'est pour ça que la CNSST est catégorique aujourd'hui. On utilise des blocs de tête modernes en mousse rigide, fixés avec des bandes auto-agrippantes. Comme ça, peu importe l'angle de la planche, l'axe est maintenu. L'attention au détail va même plus loin. Si on descend vers les pieds, le manuel conseille de placer une couverture entre les jambes de la personne pour remplir l'espace vide avant de mettre la dernière courroie en forme de 8. Cette courroie en 8 aux chevilles, elle est posée sans faire de traction, bien sûr, mais elle a une double fonction cruciale. Empêcher les jambes de s'écarter. Oui, ça c'est la première. Mais la deuxième, c'est l'ancrage longitudinal. Imaginons qu'on doive soulever la planche pour monter un escalier. Ah, avec la tête en haut ? Oui, la gravité va tirer toute la masse du corps vers le bas. Si les chevilles ne sont pas ancrées par ce fameux 8 bien serré autour des chaussures ou des pieds, le corps risque de glisser vers le bas de la planche. Et comme la tête est sanglée en haut, on retombe sur le problème de l'étirement du cou. Exactement, ça créerait une traction cervicale. Combler les espaces vides avec des couvertures, ça permet de s'assurer que rien ne bouge, qu'il n'y a pas de jeu. On transforme vraiment un corps souple en un monolithe indivisible. Un vrai monolithe. Et ça nous amène à la dernière phase de l'opération, le transport. Parce que bon, immobiliser c'est une chose, mais déplacer cette personne figée sans tout gâcher, c'est un énorme défi logistique. C'est souvent là que les accidents secondaires arrivent. La directive de la CNSST décrit la formation idéale pour le transport. Idéalement, il faut 4 personnes. Oui, le secouriste qui dirige, qui reste à la tête, et 3 autres personnes pour soulever la planche aux extrémités et sur les côtés, en répartissant la charge de manière équilibrée. Mais le manuel sait très bien que dans la vraie vie, on n'a pas toujours 4 personnes sous la main. Il y a un plan B. Si on a seulement 2 personnes disponibles pour transporter la planche, la règle change. Et elle change de façon drastique. Le manuel exige formellement que ces 2 personnes se placent de chaque côté de la planche, au niveau du centre, près des hanches de la victime. Mais c'est contre-intuitif. Quand on pense aux ambulanciers, on a toujours l'image d'un gars à la tête et un autre au pied qui tiennent la civière. Pourquoi la planche, c'est différent ? Parce qu'une civière moderne, c'est une structure en 3 dimensions. C'est tubulaire, ça a un centre de gravité bas, c'est conçu pour ne pas se tordre. Mais une planche dorsale, Ce n'est qu'une simple planche. c'est ça, c'est une surface plane en 2 dimensions. Si 2 personnes soulèvent cette planche par ses extrémités, donc un à la tête et un au pied, on crée une immense zone d'instabilité au milieu. Ça fléchit. Ça peut fléchir, oui, mais surtout, si un des secouristes trébuche sur un caillou ou s'il y a un dénivelé, la planche risque de faire un mouvement de roulis. Elle va basculer sur le côté. Et la personne, même bien sanglée, risque de basculer avec, ou pire, de tomber. Alors qu'en se plaçant de chaque côté face à face, au centre de gravité, Il contrôle directement l'axe latéral. C'est physiquement un peu plus dur à porter, l'ergonomie est moins bonne pour les secouristes, mais il les offre une stabilité infiniment supérieure contre ce basculement latéral. On sacrifie le confort pour la sécurité de la colonne. alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Quand on prend du recul sur l'ensemble de cette annexe 2, on réalise que ce n'est pas juste un mode d'emploi pour mettre des sangles.
Non, c'est un vrai traité de biomécanique appliquée. C'est une ligne de vie. Le système entier repose sur du matériel, certes, mais surtout sur une discipline humaine absolue, sur une communication qui doit être sans faille. Et pour quiconque écoute, comprendre la complexité de cette manœuvre, ça permet de réaliser à quel point la colonne vertébrale est d'une fragilité inouïe. Ça démystifie vraiment ce qu'on voit dans les films d'action, où les blessés sont tirés par les bras ou balancés sur des civières n'importe comment. Oh oui, la réalité, c'est que ça demande un sang-froid extraordinaire de la part des secouristes en milieu de travail. Des gens normaux qui, soudainement, doivent gérer des centres de gravité, des vecteurs de force, des signaux neurologiques. Et c'est là qu'on peut pousser la réflexion un peu plus loin. C'est une pensée qui me fascine toujours avec ce protocole. Dis-moi. On a vu que le collet rigide ne garantit pas la stabilité. On a vu que la planche peut basculer, que le corps peut glisser si les sangles ne sont pas parfaites. Oui, la machine, ou, disons, l'équipement, a des limites très claires. Et c'est l'humain qui doit compenser ces limites en permanence, en plein milieu d'une zone dangereuse, avec le stress, les bruits de l'usine ou du chantier. C'est vrai. Et donc, le véritable miracle de toute cette procédure, ce n'est pas que l'équipement soit performant, c'est le fait que des mains humaines, souvent tremblantes d'adrénaline, arrivent à appliquer une telle douceur et une telle fermeté qu'elles simulent une rigidité absolue. La machine n'est pas parfaite, c'est l'humain qui la rend infaillible. Une mécanique de précision où les mains tremblantes deviennent la véritable attelle de sauvetage. C'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. Ça démontre toute l'importance de la formation de ces secouristes. Absolument. Notre analyse de ce protocole s'achève ici. Merci pour cette immersion technique fascinante. À la prochaine pour de nouvelles explorations au cœur des documents qui structurent notre réalité. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.